j'ai encore cette image de mon père à l'hôpital à 85 ans, à quelques jours de partir. On ne sait pas qu'il va partir en quelques jours, mais enfin on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Et il est stupéfait. Il est stupéfait parce qu'il me dit, je regarde l'avenir, c'est fini. Et je regarde le passé, c'est passé en un clin d'œil. Cette phrase, elle m'a tellement marqué que je l'ai mise dans des bouquins, parce que pour moi, cette phrase, c'est un commandement à ne pas attendre ce moment-là pour se préoccuper des choses qui nous semblent importantes. Salut Stéphane. Salut Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV pour cet ouvrage, Entre ombre et lumière. Un ouvrage qui est un peu différent de ce que tu as l'habitude de fournir, parce que là tu parles de toi, de ta vie, de ton œuvre et surtout de ton ressenti quant à tous les sujets qu'on peut aborder et que tu abordes depuis pas mal de temps. Et en fait, grâce à ce bouquin, on comprend qui tu es aujourd'hui. Pourquoi avoir eu besoin de te livrer comme ça? Parce que moi, je t'ai connu il y a 7 ans maintenant et t'étais plutôt pas très prompt à te livrer, et puis t'as décidé, t'as passé un cap. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je pense que sur les thématiques qui nous intéressent, il y a un cheminement rationnel, journalistique, qui était celui que je menais. Et puis il y a aussi pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces questions-là? Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la mort? Pourquoi est-ce que je m'intéresse au sens de la vie? Pourquoi est-ce que tout le questionnement qui imprègne mon travail journalistique le dépasse complètement? Et d'où ça vient, ça, en fait? Et en commençant à travailler notamment sur mes reportages photos et en examinant 30 ans de matériel photo, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai fil rouge. Mon intérêt pour la mort et pour la vie après la mort, il a été véritablement déclenché par la mort de mon frère en 2001. Mais avant ce moment-là, pendant 15 ans, je fais ce métier de journaliste, je vais me confronter à la guerre, je vais me confronter à la violence, à la mort. Et ça, je m'aperçois que les réponses que j'ai trouvées aujourd'hui, elles trouvent leur source dans mon adolescence, même quand j'étais quand j'étais même enfant. Le voisin d'en dessous était mort. J'avais absolument tanné ma mère pour aller voir le monsieur qui était mort. Je voulais voir le monsieur qui était mort. Donc ma mère, très gênée, avait sonné chez le voisin en disant « Mon fils aimerait montrer son respect à votre mari ». Et ça, en fait, je m'aperçois que si j'écris à la première personne, c'est pas tellement pour... comme un romancier ou comme un auteur un peu évanescent qui voudrait plonger dans son moi profond. C'est plus parce que je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, été confrontés à des grandes questions. Et souvent dans l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'on est là? En fait, ce monde, il a l'air un peu absurde. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Et à travers le récit que je fais de mon questionnement et de mon cheminement à travers toutes ces étapes, je pense que, et je le vois, ça résonne chez les gens qui me lisent, parce qu'on s'est tous posé ces questions-là. Donc comment est-ce que, moi, avec cette espèce de radicalité qui a été mon parcours, j'y réponds? Comment est-ce que je trouve une réponse à cette question qu'est-ce que je fous là? Comment est-ce que je trouve une réponse à cette question j'ai juste envie de mourir à un moment. Comme beaucoup de gens, j'ai mis un petit mouchoir aussi sur mes grandes aspirations adolescentes, comme on le fait tous, parce que on est adolescent, on rêve, et puis à un moment il faut se mettre à bosser. Donc parfois nos rêves coïncident pas forcément avec la réalité qui nous entoure. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer cette confrontation à la réalité quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans? Moi, la réponse que j'ai trouvée, ça a été l'alcool pendant une partie de ma vie. Et l'alcool m'a permis de vivre confortablement dans ce déni. Et puis c'est la mort qui m'a sorti de tout ça, la mort de mon frère, qui m'a permis qui m'a conduit à vouloir être tellement lucide et tellement en compréhension de ce qui se passait que j'ai arrêté ça. Voilà toutes ces choses que j'avais envie de partager, parce que c'est, au-delà de ma propre histoire, je pense que chacun peut y trouver un écho, une résonance. Et je pense qu'aujourd'hui, mon métier de journaliste, il est à la fois dans la conduite d'enquête, comme j'ai toujours fait, et comme il y en a dans ce livre, mais aussi dans l'ouverture à ce cheminement intime que font ma découverte d'une possible vie extraterrestre, ma découverte d'une vie après la mort. Je veux dire, ça laisse pas indemne, toutes ces choses-là. Donc, comment est-ce qu'on les intègre dans notre réalité? Voilà ce que j'ai aussi voulu livrer là-dedans. Ouais, comment on appréhende tous ces sujets qui sont assez particuliers. Le titre, c'est Entre ombre et lumière. C'est-à-dire qu'on est effectivement... T'as la sensation qu'on est un peu entre les deux tout le temps. C'est-à-dire que
quand on est sur ces sujets, il y a les croyants et les non-croyants, c'est-à-dire qu'il y a les sceptiques et les non-sceptiques. Moi, j'ai toujours, je dis toujours à mes abonnés, j'ai la sensation que c'est plutôt gris, pas noir ou blanc, quoi. Que c'est un peu plus. T'as aussi cette sensation que on n'est pas sur des rationalités, sur des vérités, mais plutôt dans le questionnement perpétuel. Il y a deux aspects. Il y a le côté ombre et lumière, il est lié un peu à une vision jungienne des énergies qui nous animent. Donc là, c'est plus en termes psychologiques, les zones d'ombre que l'on a et les zones de lumière auxquelles on peut accéder. Mais par rapport à ce que tu dis, je pense effectivement aussi que la vérité, elle n'est pas noire ou blanche. Les choses ne sont pas définitivement vraies ou définitivement fausses. C'est pas figé, quoi. Quand on entre dans l'expérience subjective, quand on entre dans les récits de témoins comme ceux que tu reçois ici, il y a des choses dont on peut être certaine, mais il y a tout un espace aussi qui floue, qui est la façon dont la personne ou le témoin a pu vivre son expérience. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus. Peut-être qu'elle a un prisme qui lui fait percevoir quelque chose de très différent. Tu invites 10 personnes qui sont allées à Venise en voyage de noces, 10 personnes vont te parler d'une ville très différente. Oui. Pourquoi ? Parce que ça passe par leur subjectivité. Donc cette subjectivité, elle a pas tellement sa place dans la façon dont notre société appréhende ces phénomènes subjectifs. Voilà, les témoignages d'expériences de mort imminente, des rencontres rapprochées avec des ovnis, etc. On voudrait pouvoir se prononcer sur ces expériences-là en disant c'est vrai, c'est faux. Sauf qu'on n'a pas les outils pour le faire. Donc ça, c'est un des aspects. Après, l'autre aspect, je dirais, plus jungien de l'ombre, pour moi, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. T'es tiraillé entre cette ombre et cette lumière. Mais on l'est tous. Ceux qui pensent ne pas l'être sont dans une grande illusion, et le jour où ça va leur exploser la gueule, ça va faire des dégâts. On l'est tous. On a tous en nous un ange et un démon. Enfin, si je veux rapporter ça à notre culture judéo-chrétienne, on a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est plus en capacité d'observer la part de lumière ? Parce qu'on n'a pas trop de confrontation ni de sollicitation d'un monde ombrageux qui nous inciterait à faire des choix un peu funestes. Mais j'ai eu à travailler beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale et sur une mémoire dont j'étais sans doute porteur aussi. J'ai beaucoup étudié la montée du nazisme et la façon dont Hitler a pu prendre le pouvoir démocratiquement et a pu générer avec lui un tel soutien. Pourquoi est-ce que les jeunes Allemands se sont laissés embarquer ? C'était pas tous des monstres, c'était pas tous des fous, c'était des gens qui avaient une part d'ombre, qui a trouvé une sorte de résonance avec la folie que leur proposait cet homme et ce régime. Et je pense qu'aujourd'hui, il suffit de voir chaque élection. Regarde, chaque élection, les discours qui sont proférés, l'ombre, elle est là aussi. Dès que... Quand on regarde l'Europe, c'est vrai qu'elle plane. Hein, donc, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas essayer de nommer un extérieur qui serait le vilain petit canard. C'est de comprendre déjà pourquoi il y a de l'ombre et de la lumière. Donc, et dans ce livre-là, j'ai aussi voulu exprimer comment j'avais été amené à constater la présence de cette ombre en moi. Mais tu la comprends, cette ombre ? Est-ce que tu l'as identifiée ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'on dit tous qu'on a... on a des mémoires antérieures, etc. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que quand tu regardes ta famille, tes parents, par exemple, est-ce que tu comprends cette part d'ombre ou cette part de lumière ? Il y a des gens qui sont lumineux, d'autres plus sombres. Et souvent, quand on regarde la filiation, on se dit, tiens, c'est marrant, je comprends, il y a une personnalité qui ressemble à son papa, à sa maman, etc. Est-ce que tu ressens ça ? Dans mon parcours, j'ai identifié effectivement les sources de... En fait, l'ombre, c'est quoi ? C'est l'ignorance et la confusion. On en a tous à des niveaux différents. La mienne, elle est venue de peut-être des petites choses de mon enfance ou de ma naissance ou de ma vie prénatale. Elle est venue peut-être de mémoires de vie antérieure. Enfin, ça, c'est ce que j'ai exploré lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui d'ailleurs sort en poche ces jours-ci. On en a fait une émission d'ailleurs. Ouais. Bon, peu importe à la limite où moi j'ai identifié la source de cette ombre-là et pourquoi elle se manifeste. Toi, tu pourrais aussi faire l'exercice, et puis tous ceux qui nous écoutent pourraient aussi aller s'interroger. Bien sûr. L'ombre, c'est pas une espèce de condamnation ou de comment dire, de travers qu'on aurait pour l'existence entière, et puis comme notre société judéo-chrétienne nous y incite, oh là là, on va se flageller, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, c'est une potentialité, c'est quelque chose qui est en nous, quelque chose qui peut être nettoyé. Ombre et lumière, pourquoi ? Parce que l'ombre, c'est une lapalissade de dire ça, mais quand on l'éclaire, il n'y en a plus. Et quand on éclaire sa psyché, quand on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans notre vie, à certains moments, on a agi comme ça, pourquoi est-ce que, plutôt qu'on a agi comme ça, est-ce qu'on n'a pas été agi par quelque chose ? Ça, c'est un terme psychanalytique que j'aime bien. On a été agi par quelque chose. Est-ce que parmi les gens qui nous écoutent, il n'y en a pas qui se sont rendus compte qu'à un moment de leur vie, leur
fonctionnement, leur action, leurs pensées ont semblé dépasser leur raisonnement, comme s'ils avaient été influencés par quelque chose. Ce quelque chose, il n'est pas à chercher à l'extérieur, dans des démons, je ne sais quoi. Il est à chercher dans leurs blessures les plus profondes. Celles qu'on a essayé de camoufler, d'enfouir, parce que justement, c'est des blessures, elles nous font mal. Mais la solution, quand on a quelque chose qui nous emmerde, c'est pas de l'enfouir au fond de soi-même, parce que ça reviendra toujours. C'est d'essayer justement de le laisser sortir et de le regarder, en étant accompagné par un psychothérapeute ou par plein de techniques. Il y a des milliers de possibilités qui sont offertes à nous en Occident pour travailler sur ces ombres-là. Et quand on le fait, quand on a le courage de se confronter à ça, eh ben on n'en tire que du positif. Tu combats ta part d'ombre de temps à autre? Je la combats pas, je la regarde. Ouais. J'essaie de projeter la lumière. C'est-à-dire que j'essaie d'être conscient que c'est quelque chose qui m'habite et qui n'est pas... qui fait partie de Stéphane Alix, en fait, c'est ça. Ce qui construit Stéphane Alix. Oui, mais encore une fois, je suis pas spécifique, je suis pas spécial. Chaque personne, je pourrais faire l'interview et le retourner. Ouais. Quand on va, quelle est ta part d'ombre et qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est un composant, si tu veux. C'est un composant. Si on subit cette part, ça ne fait pas quelqu'un de nous d'éveillé. Ça fait quelqu'un de nous qui subit. Mais en revanche, si on la regarde en face, ça devient une force. Cette ombre devient une force, cette ombre devient un outil, et encore, pour en revenir à pour moi, qui est le socle principal de la réalisation que j'avais cette part-là, ça a été cette histoire avec ce soldat allemand dont je pense avoir été qui a sans doute été ma vie d'avant, enfin même si je pense que la thématique déborde beaucoup cette vue restreinte. Je suis allé jusqu'au bout de la confrontation, je suis allé... là où cet homme est mort, j'ai essayé de mettre le maximum de lumière et de compréhension sur qui il était. Et quelque chose qui, il y a 10 ans de ça, était un poids, était un truc incompréhensible qui faisait qu'à certains moments de ma vie, j'étais très mélancolique, voire extrêmement dépressif. J'étais habité de violence, de colère, que je maîtrisais, mais de tourment, qui était quand même pesant, très pesant. Ça, je l'ai plus aujourd'hui. C'est vrai. Mais plus du tout. Et cette espèce de disposition qui crée un climat de mélancolie en moi est devenu quelque chose qui est de l'ordre de la force. Aujourd'hui, je me sens plus stable, plus fort, plus ancré, plus fort. Et je pense que, toutes ces énergies, qu'elles soient des énergies ombres ou lumineuses, je ne les appelle pas des énergies négatives ou positives. Négatives ou positives, c'est une sorte de jugement de valeur. Tout est transformable en lumière. Il suffit juste de faire le processus qu'il faut pour transformer ça et en faire quelque chose de positif. Alors, je vais te poser une question de psy. Qui est Stéphane Alix aujourd'hui? Pour Stéphane Alix. Je crois que c'est pas grand intérêt, ça, en fait. Si, moi, ça m'intéresse. Ouais. Toi, quel regard tu as sur toi? Parce que, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas de regard. Il faut se regarder aussi. Il faut arriver à s'observer. Tu disais, ta part d'ombre, ta part de lumière, etc. Il faut la comprendre. Il faut la regarder en face. Qui est Stéphane Alix? Est-ce que le Stéphane Alix que l'on connaît, que l'on découvre au début de sa carrière, etc., celui qui est aujourd'hui, avec tout son passé, il a évolué, bien évidemment, mais qui il est aujourd'hui? Quel regard tu as sur lui? Est-ce qu'il est perfectible, déjà? Évidemment, tu penses, oh là là. Non, mais pour moi, la chose la plus importante que j'ai réalisée toutes ces années, et que j'ai envie de dire et de partager, je le partage aussi dans ce bouquin, c'est que il nous est offert dans notre vie de grandir et d'apprendre. Et ça, je crois que c'est la plus grande richesse de l'être humain. On a un libre arbitre, c'est ce qui nous permet de nous laisser embarquer dans l'ombre et dans la connerie. Le libre arbitre, c'est ce qui malheureusement conduit à ce que certaines fois, certains pays s'embarquent dans la folie et dans la violence. Mais ce libre arbitre, il nous permet aussi, en une fraction de seconde, de se connecter à d'autres forces et de transformer tout ça en lumière. Et ça se fait par la connaissance de soi, par la lucidité, par l'honnêteté intellectuelle. Et ma vie aujourd'hui, elle est habitée par ce désir permanent d'essayer d'être lucide, le plus lucide possible, et d'essayer de comprendre ce qui m'anime. Quand j'ai une pensée comme ça qui me surprend, quand j'ai une peur, quand j'ai un découragement ou un moment un petit peu de tristesse, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Et non pas de comprendre simplement intellectuellement, mais de laisser émerger en termes d'énergie et d'émotion ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Parce que c'est, encore une fois, dans ce processus-là, qu'est, d'une façon ultime, une sorte de préparation à la mort. Parce que la mort, ça va pas être pour moi un moment de fin, bien évidemment, ça va être un moment de métamorphose, où potentiellement, si j'en crois le Bardo Todol et tous les enseignements que j'ai pu explorer toutes ces dernières années,
où un moment où potentiellement toutes les choses que j'aurais enfouies profondément, parce que je ne veux pas les voir, vont devenir apparentes. Dans le bardo, il est dit que ton monde intérieur, ton monde psychique commence à se manifester à l'extérieur de toi et peut, s'il y a des choses que tu as enfouies qui étaient un peu effrayantes, être vraiment un moment effrayant. Donc j'ai envie d'arriver au moment de la mort en ayant nettoyé au maximum ma psyché intérieure pour que justement je puisse naviguer dans ce nouvel espace qui va m'être offert de découvrir avec le maximum de confort, pas de maîtrise parce qu'il ne s'agit pas de contrôler le truc, mais j'aime bien le terme bouddhiste, équanimité, de tranquillité, de calme, que je ne sois pas submergé par des choses que j'aurais enfouies toute ma vie. Et je pense que malheureusement, l'être humain, c'est un dispositif presque de sa biologie, travaille à enfouir le maximum de choses. Je pense que les gens ont peur de la mort parce que justement, ils n'y sont pas préparés, c'est-à-dire qu'ils n'appréhendent pas la mort comme tu peux le faire là. Tu parles d'une métamorphose, on dit que souvent la mort est un passage vers un autre monde, etc. Et souvent, les gens, il y a plein de gens qui réfutent ça, qui n'en veulent pas. Et la peur de l'inconnu peut te rendre agressif et puis surtout peut te ronger. C'est-à-dire que on a la sensation que tu vas l'aborder avec beaucoup plus de sérénité que certains. Parce que ça fait 15 ans que c'est quotidien dans ma vie, la réflexion là-dessus. Et je me souviens d'une phrase du Dalai Lama qui disait qu'il méditait chaque jour un petit peu sur la mort, non pas d'une façon morbide, mais au contraire, pour intégrer cet élément dans sa vie quotidienne, parce que elle va nous surprendre. Ça peut arriver par accident, et là, on va être vraiment très surpris, comme c'est arrivé à mon frère à l'âge de 30 ans. Mais même quand on arrive en fin de vie, j'ai encore cette image de mon père à l'hôpital, à 85 ans, à quelques jours de partir. On ne sait pas qu'il va partir dans quelques jours, mais enfin, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Et il est stupéfait. Il est stupéfait parce qu'il me dit, je regarde l'avenir, c'est fini. Et je regarde le passé, c'est passé en un clin d'œil. Cette phrase, elle m'a tellement marqué que je l'ai mise dans des bouquins, parce que pour moi, cette phrase, c'est un commandement à ne pas attendre ce moment-là pour se préoccuper des choses qui nous semblent importantes. Et trop souvent, malheureusement, voilà, on se dit qu'il faut être raisonnable, on se dit que la vie est difficile, qu'il y a la crise, qu'il y a du chômage, qu'il y a toujours plein de bonnes raisons pour se dire bon, j'avais des rêves, mais c'est pas grave, pour l'instant, restons sérieux. Non, rien au monde ne justifie de renoncer à s'écouter. Quand vraiment... Souvent, la raison est l'ennemi du rêve, hein, donc à un moment donné... C'est pas la vraie raison. On se dit toujours... Voilà, c'est des peurs. Exactement, c'est des peurs. Alors les peurs, elles sont là. Alors, tu parlais de la mort tout à l'heure, tu disais qu'adolescente, tu as voulu aller voir ton voisin, lui rendre hommage, et tu as été confronté donc à ce qui reste, hein, évidemment, ce corps qui est inerte. À quel moment tu prends conscience de ta mort? Est-ce que c'est déjà à cet âge-là qu'il y a une fin? Parce que moi, je me souviens du moment où j'ai dit à mon père, mais je me souviens, il devait avoir mon âge aujourd'hui, un peu même moins, je crois qu'il devait avoir 40 ans. Je dis, mais t'as pas peur de la mort? Parce que pour moi, à 40 ans, c'était un vieux. Moi, j'avais, 15 ans, je me disais, mais c'est absolument incroyable. Il est déjà proche de ça. Je me dis, mais à un moment donné, est-ce qu'on prend conscience, quand on a la mort, qu'on va perdre surtout les gens qu'on aime? Ça, c'est quelque chose qui m'avait touché, mais j'ai pris conscience du départ, finalement. Alors, je ne savais pas qu'un jour je travaillerais sur tous ces sujets, que j'envisagerais peut-être un après, mais cette rupture, à quel moment, toi, tu prends conscience de ça? Parce qu'il y a la mort de ton frère, bien sûr, où là, tu es confronté à, il est là, il est plus là. Moi, c'est ce qui m'a touché avec mes parents, c'est, ils sont vivants, tu les embrasses, le lendemain, il n'y a plus rien. En tout cas, voilà, physiquement. À quel moment tu prends conscience de cela? Je pense que ça m'imprègne tout le temps, en fait. Ah oui? Ça m'imprègne tout le temps parce que, tu vois, adolescent, il y a vraiment pour moi cette fascination pour la mort, la violence et la guerre. Tout ça est un espèce de gloubi-boulga entremêlé. Avant même de vouloir devenir reporter de guerre, j'étais fasciné et attiré par les auteurs un peu romantiques, un peu torturés, Goethe et les souffrances du jeune Werther, l'autre est l'amour. Enfin, j'avais cette espèce de relation, de question, comme une espèce d'énorme point d'interrogation. C'est pas que je me posais la question de temps en temps, c'est qu'elle imprégnait la totalité de mon existence et de ma vie, sans qu'elle prenne une forme précise, parce que à cette époque-là, je savais pas que la médecine pouvait donner des réponses construites sur la question de la conscience. Je savais pas que j'avais une espèce de vague curiosité spirituelle, mais qui pour moi était flou, voilà, très flou. Et puis
je pars faire du reportage de guerre en Afghanistan, j'ai 19 ans, je vois des gens faire la guerre, voilà. Et là, ça a l'effet d'un renversement absolument opposé. C'est-à-dire que pour moi, tout mon intérêt spirituel, tout mon éveil aux questions ésotériques que j'avais eu pendant l'adolescence disparaît complètement et je le renie parce que en revenant de chez les Moudjahidines et de l'Afghanistan où j'ai vu des gens se battre, pour moi, il n'y a plus qu'une seule réalité, oui, c'est celle du combat de ces hommes-là. Tout le reste, c'est juste des rêveries de bourgeois qui a le luxe de pouvoir y penser à ça en France. Mais quand on doit se battre, quand on est sur Terre, la réalité, c'est voilà, le combat. Et en fait, je vais même, tu vois, rencontrer le Dalai Lama l'année suivante, en 89. Il vient d'être nommé prix Nobel de la paix. Et quand je l'interroge, j'interroge absolument pas le leader spirituel. Je connais rien au bouddhisme. À la limite, j'en ai un peu rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est son rôle politique. Et je vais même le provoquer, grand con que je suis, je vais même le provoquer en le poussant dans ses retranchements, en lui demandant mais pourquoi est-ce qu'il a obligé les Tibétains à arrêter de se battre? Parce qu'il y avait une résistance armée au Tibet, notamment les guerriers Khampa, qui sont des guerriers assez mastocs, originaires de l'Est du Tibet, qui se sont opposés aux Chinois et puis qui leur ont sacrément fait voir dans les début des années 50. Et en 72, le Dalai Lama a demandé officiellement que toute résistance armée cesse au Tibet. Donc il est pour la non-violence, lui, c'est bien en tant que moine, bon, ça se respecte, c'est éminemment respectable même, mais que en tant que moine, il oblige. C'est comme si un leader spirituel français était allé à Londres, avait dit au général de Gaulle, vous arrêtez de vous battre, je veux plus qu'au nom des valeurs de la France, vous résistiez aux Allemands. Moi, il y avait un truc que je comprenais pas à ce moment-là. Et il me l'a expliqué avec beaucoup de patience. Mais voilà, pour te dire que mon intérêt à ces époques-là, il était absolument plus dans aucune spiritualité. Et tout ça, en fait, a été réveillé par la mort de mon frère. J'avais 33 ans, Thomas en avait 30. Et là, effectivement... mais à ce moment-là, j'ai 33 ans, je suis journaliste, j'ai publié un bouquin déjà sur le trafic de drogue, je suis habitué à l'enquête, j'ai acquis, je pense, un vrai outil professionnel. Et à ce moment-là... Quand tout d'un coup les questionnements d'ordre spirituel se reposent, j'ai vraiment les outils pour aller les explorer avec beaucoup de rationalité. Est-ce que tu as un sentiment d'injustice quand ton frère décède? Est-ce que tu as la sensation qu'on t'a pris quelque chose et que c'était pas le moment? Parce que si, je sais pas si tu crois à une source divine, voilà, créatrice ou pas, mais dans tous les cas, souvent les gens quand ils sont face à la mort de quelqu'un, ils disent mais pourquoi tu m'as pris mon enfant? Pourquoi tu m'as pris ma mère? Est-ce que tu avais, et avec ce sentiment d'injustice, est-ce que tu l'as eu? Non, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un sentiment d'injustice, parce que quand tu es confronté à la mort, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une telle puissance que c'est l'injustice, c'est comme si j'avais eu le choix. Et j'ai pas le choix. Tu vois, mon frère meurt, et même quand mon père est mort, j'ai été habité par une émotion colossale, par voilà, beaucoup de choses et beaucoup d'énergie qui bougeait, mais à aucun moment je peux dire non, je veux pas. Enfin, qui on est pour dire ça? Il y a quelque chose de l'ordre de la transcendance qui est en train de se passer. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la perte. Et j'ai perdu un frère, j'ai pas perdu un enfant. Je sais pas comment je répondrai à ta question si j'avais perdu un enfant. Mais je pense que la détresse, la déchirure qui va suivre le départ d'un proche peut prendre différents habits, et ça peut être pour certaines personnes le sentiment d'une injustice absolue, je le conçois complètement. Mais du point de vue qu'est le mien, il y a quelque chose de l'ordre du destin qui est en marche. La fatalité? Non, pas la fatalité, parce que tu te poses dans une position où tu subirais le truc. Non, c'est le destin. Je pense que le chemin de vie, quoi. Il y a quelque chose qui est très curieux dans la façon dont mon frère Thomas a conduit sa vie. Il a jamais passé des années à faire des études pour obtenir un job. Il a toujours suivi son intuition. Il avait une recherche spirituelle. Il y a un de ses amis qui vient de m'écrire d'Inde, où Thomas était allé beaucoup il y a une trentaine d'années. Et il m'a envoyé quelques lettres que Thomas lui avait adressées il y a 32 ans, 33 ans, où Thomas exprimait son désir de spiritualité. Mais c'est cette urgence absolue qu'il avait qui l'a conduit à partager son temps entre des petits boulots en France. Il était gardien de musée au Louvre la nuit, il livrait des pizzas, il faisait des trucs comme ça. Puis dès qu'il avait suffisamment de sous, il partait au Tibet, au Kailash ou ailleurs. T'as la sensation qu'il savait que sa vie serait courte? J'ai le sentiment que, pas lui consciemment, mais qu'il y a quelque chose en lui qui savait. Mais tu sais, ça je l'ai vu aussi dans les témoignages que j'ai recueillis pour mon livre après.
qui est sorti l'année dernière, dans lequel des gens me racontent des expériences de contact spontané qu'ils ont eu avec des défunts. Il y a quelque chose qui m'a surpris au fil de la collecte de ces témoignages, c'est que c'est comme si la mort était inscrite quelque part. Comme si une partie de nous savait qu'on allait partir. Il y a une médium, Sylvie Ouellet, qui m'a dit que notre âme sait 9 mois avant qu'elle va mourir. Alors, bon, je suis pas suffisamment sûr de tous ces chiffres-là, mais il y a quelque chose dont je suis absolument certain, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui sait déjà qu'on va partir, que ça soit par maladie ou par accident, et qui s'y prépare d'une certaine manière. Moi, mon frère est mort en avril 2001. À l'automne 98, j'étais en Afghanistan pour Arte, pour faire un film sur Massoud, avec un copain caméraman qui s'appelle Ludovic Place, et on était coincés avec les combattants de Massoud. On attendait de pouvoir le filmer, l'interviewer, et c'était un moment assez chaud parce que les talibans étaient en train d'avancer. Massoud était coincé dans un petit réduit de nord-est de l'Afghanistan, et donc on attendait parmi les civils qui fuyaient les zones de combat. Et à un moment, on se faisait chier, enfin, on attendait, on buvait du thé, on mangeait du riz, etc. À un moment, je vois des moudjahidines, des combattants qui sont en train de se marrer avec un petit bonhomme qui a les cheveux très bizarres, une espèce de coiffure au bol à la Mireille Mathieu. Il a une veste de 4 tailles trop grand. Puis il y a un combattant qui vient nous voir, il dit « Ah, venez voir, c'est un mec qui lit l'avenir ». Et alors je dis no way, j'ai aucune envie de savoir mon avenir, surtout là où t'es. Et puis mon Ludovic va quand même le voir, et puis on s'embête. Donc au bout d'un moment j'y vais, puis je lui dis bon bah ok, dis-moi ce que tu vois. Et donc je lui tends ma main parce qu'il regardait ça dans la main. Et par contre je lui dis par contre si tu vois ma mort, me dis rien, je veux vraiment pas le savoir. Et le mec me regarde et puis il me dit plusieurs choses que je note, et il me dit quelque chose que je vais complètement oublier. Et dont je vais me rappeler en relisant mon journal après la mort de Thomas. Il a vu la mort de Thomas. Je sais plus les mots exacts qu'il a employés. Il n'a pas dit que j'allais perdre un frère, mais il a parlé d'un accident de voiture dans lequel j'allais être impliqué sans être victime. Et quand j'ai lu ce qu'il m'avait décrit, voilà, plus d'1 an après la mort de Thomas, j'ai éclaté en sanglots parce que tout d'un coup j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la mort de Thomas qui était déjà inscrite. Et qui est perceptible par l'esprit d'un bonhomme au fin fond de l'Afghanistan 3 ans avant que ça arrive. Et je pense que tu as reçu ici des physiciens et des gens qui t'ont parlé du temps aussi. Je pense que la notion du temps dans lequel nous on baigne est une forme d'illusion, et que cette temporalité où effectivement le passé et l'avenir, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore, je pense que ça c'est une sorte d'illusion parce que nous on est bloqué dans cette linéarité. Bien sûr. Mais je pense qu'à un autre niveau auquel notre âme, ou notre esprit, notre conscience a accès, je pense qu'à cet autre niveau, le temps n'existe plus. Et que du coup, le passé, le futur sont déjà d'une certaine manière peut-être pas inscrits définitivement, mais sont perceptibles, ou des bribes de ce que pourrait être ce futur sont perceptibles. Donc je pense que toi, moi et les gens qui nous écoutent, il y a une part d'eux qui connaît déjà les grands axes de l'existence. Nous partons donc pour l'Alabama avec dans la petite ville d'Abbeville une légende qui s'appelle Hugging Molly. Donc ça fait 200 ans que les gens ont peur dans cette ville de sortir la nuit. Et si tu leur demandais pourquoi, en fait, ils te répondraient à cause de Molly. C'est une espèce de croque-mitaine là. D'ailleurs, les parents l'utilisent, tu sais, pour interdire, voilà, pour faire peur aux enfants. Si tu sors la nuit, fais attention à Hugging Molly. Cette dame-là, elle est décrite comme une forme fantomatique de plus ou moins 2 mètres de haut, une dame donc assez grande, vêtue de noir, qui ne sortirait que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette brave Hugging Molly? Donc, elle veut faire des câlins, ça. Bien sûr. Mais pourquoi elle veut te faire des câlins? Eh ben, ça, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais la légende veut qu'elle te court après, elle t'enlace, elle te hurle dans les oreilles et elle peut potentiellement te câliner jusqu'à la suffocation. On n'a pas trop envie de la croiser sur son chemin parce qu'en plus, si tu n'en meurs pas, il semblerait que si elle te câline, ben, tu sois en proie à des cauchemars éveillés qui peuvent même te pousser jusqu'à la folie. Tu as dit quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est effectivement tu pars, t'es reporter de guerre, tu vois une réalité qui est crue, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas dans le jeu là quand on est sur un terrain de guerre, c'est soit je vis soit je meurs, donc on en est là, on se demande même pourquoi parfois on doit être là mais on y est, et tu t'aperçois que finalement toute cette spiritualité, tout ce qu'on évoque aujourd'hui, moi c'est ce que je dis souvent à mes invités, j'ai la sensation que ce sont des rêveries de bourgeois. Que
qu'on a les moyens, nous, dans cette société occidentale, où quand même on vit plutôt pas mal, même si les gens se plaignent. Moi, j'ai eu un accident de moto, 5 fractures, on m'a pas posé la question, on m'a pris dans un truc, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a soigné, tu vois. C'est-à-dire on a du chômage, on a plein de choses qui sont là, qui ont été mises en place pour qu'on ait une vie, même si elle est pas simple pour tout le monde tous les jours, plutôt agréable par rapport à des endroits dans le monde comme la Syrie ou le Mali, où on vit des choses absolument incroyables. Et j'ai la sensation que nous, on est dans un univers où on se permet d'envisager la vie après la mort, ces rêveries de bourgeois, comme tu les appelles. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge énormément. Je me dis, est-ce que tu en as rencontré quand même ailleurs dans le monde des gens qui étaient pas du tout dans notre société, pas du tout dans nos vies, qui se posaient ces mêmes questions? À l'époque, qui s'autorisaient à se les poser en plus. À l'époque, non, parce que mon focus était uniquement très géopolitique et très à ce niveau-là. Mais effectivement, je percevais à l'époque que d'avoir un cheminement spirituel était une sorte de luxe qui était réservé qu'à nous, occidentaux, préserver des grandes aspérités du monde. Mais en fait, c'était une erreur, c'était une espèce d'aveuglement de jeune gamin un peu prétentieux. J'ai constaté au contraire depuis que la spiritualité, elle recouvre notre planète. C'est une dimension constitutive de l'être humain. Donc comment tu t'y connectes en fonction de là où tu vis? Effectivement, nous en Occident, on a la tranquillité, le choix. Contrairement à ce que beaucoup disent, on vit quand même dans un pays absolument extraordinaire. Ah ouais. Voilà, tu as un accident de moto, t'as pas de question à te poser, on va te prendre en main. T'es malade, t'as des problèmes de dents, t'es au chômage. Tu vois, il y a un débat en ce moment à l'Assemblée nationale sur les questions d'immigration. Il y a des dispositifs qui permettent aux migrants qui arrivent d'être pris en charge. Enfin voilà, c'est une richesse juste absolument extraordinaire que nous offre ce pays. Donc ça nous permet peut-être d'être à un niveau d'introspection, de réflexion plus tranquille que le Syrien à Alep ou d'autres personnes. Mais je pense que quel que soit le niveau et quelles que soient les circonstances de notre existence, tout est opportunité à toucher cette dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, la spiritualité, c'est pas et c'est un peu le piège qu'on trouve en Occident. On considère que la spiritualité, c'est comme une espèce de luxe, de divertissement, d'espace de bien-être. Il faut être tranquille pour pouvoir se connecter à son chemin spirituel. Or, je pense que c'est l'inverse. Je pense que le véritable engagement spirituel, il se révèle dans l'adversité, dans la difficulté. Je pense qu'on peut être complètement éteint et on vit un drame, on est touché par une maladie et là, ça se réveille. Et à ce titre-là, les drames touchent à différents niveaux toute personne sur cette planète. Après, il y a les contextes culturels, il y a les contextes religieux qui font que dans certains endroits, il est plus difficile de s'émanciper d'une croyance dans laquelle on est né. Mais j'ai vu, moi, cet élan spirituel dans plein de gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur aspiration. Chaque être humain, il désire le bonheur, et chaque être humain, il a l'intuition que ce bonheur, il se trouve pas forcément dans l'acquisition d'un écran plasma et du remplissage et de la consommation. Je pense qu'il y a autre chose. Alors je suis peut-être un peu naïf là, mais je pense pas. Je pense pas. On ne sait pas grand-chose finalement. C'est-à-dire qu'on se pose des questions. Certains, pas tous, hein, dans le monde, il y a des gens qui réfutent complètement ces sujets, qui veulent même pas en entendre parler. C'est l'avantage de la mort en fait. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, on va mourir. Ouais. Donc ces questions, on va y être confronté. Ouais, tu peux vouloir vivre dans le déni absolu parce que tu peux avoir des raisons très respectables d'être dans ce déni. La peur, l'appréhension, l'inconfort, etc. Sauf qu'à un moment, tu vas être malade. Et puis à un moment, tu seras 10 minutes avant ta mort, ou un quart d'heure avant ta mort, ou 1 heure, ou un jour avant ta mort. C'est peut-être un peu violent, mais c'est comme une espèce de reset. C'est comme si... D'ailleurs, les bouddhistes parlent au début du bardo de cette connexion avec la claire lumière. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta préparation, quel que soit ton cheminement spirituel, en mourant, tu as cette capacité de percevoir la claire lumière qui te permet d'avoir une compréhension de tout sur tout et de sortir du cycle des incarnations. C'est offert à tout le monde. Moi, je trouve ça cool. Tu vois, tous les 100 ans, 120 ans, 90 ans, on a cette possibilité de... Hop, on remet tout à zéro.
ma femme fait partie des gens qui sont pas dans le déni, mais qui me dit, mais ça m'apporte quoi au quotidien tout cela? Tu vois, et il y a plein de gens qui disent, ok, il y a peut-être un truc après, il y a peut-être des extraterrestres. Et quand on a regardé un film il y a 2 jours, In the Shadow, justement sur Netflix, qui est sur l'espace-temps, etc. Elle me dit, bon, à part ça, ces sujets sont pas à la mode. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que tu regardes Netflix, toutes les séries, beaucoup de séries parlent de cela. Et je parlais du temps, justement, qui n'existe pas, etc. Elle me dit, mais ça m'apporte quoi dans ma vie? Oui, mais après, ça, je le conçois parfaitement. Hein. Moi, je suis câblé d'une manière où si quelqu'un commence à me dire de façon un peu crédible que les extraterrestres sont peut-être là, ça fout ma vie complètement. Mais moi aussi, ça allume tout, quoi. C'est évident que je vais passer des années à enquêter là-dessus. Bon, il y a d'autres gens, effectivement, que je côtoie, qui disent que ça les intéresse pas. Mais bon, après, si tu veux, peu importe, c'est le chemin de chacun. C'est le chemin de chacun, voilà, je respecte. Moi, si tu veux, l'espèce d'intransigeance que j'ai et de radicalité que j'ai et qui a été renforcée après la mort de mon frère à vouloir absolument trouver des réponses aux grandes questions existentielles, ça a aussi l'effet secondaire que je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément joyeux. J'ai du mal à me connecter à ma joie. J'ai du mal à être quelqu'un de léger, en fait. Ma vie n'est pas légère, c'est parfois compliqué. Je le livre dans ce livre-là. C'est compliqué parfois de vivre. J'ai la chance d'avoir une femme qui accepte cette dimension un petit peu austère de moi, mais parce qu'elle m'aime et parce qu'elle sait peut-être l'être que je suis, mais c'est chiant en fait au quotidien. Oui, mais c'est marrant parce que moi, par exemple, depuis que je suis sur ces sujets, ça m'a transporté, ça m'a ouvert l'esprit. Enfin, je suis plein d'espoir. Je me dis, bon, bah écoute, c'est génial, il va se passer des trucs après, ça s'arrête pas. Enfin, ça m'a... je dis pas que si je perdais un enfant, machin de ça me détruirait pas, tu vois ce que je veux dire. Mais comme j'envisage l'après, moi, ça m'a rendu vachement plus serein et plus joyeux. Alors que toi, ça t'a porté dans une mélancolie, en fait, c'est ça? Parce qu'au contraire, c'est plutôt positif ce que tu nous livres dans ce bouquin et puis dans tous les autres. C'est-à-dire que ça m'a pas amené dans une mélancolie. Non, je te coupe. Ça m'a amené dans une sorte d'intransigeance et de désir de lucidité permanente sur moi-même. Donc d'exigence, d'exigence, ouais. Et ce qui voile un peu cette lucidité, à mon sens, mais ça c'est ma perception qui est peut-être erronée, c'est le divertissement, de m'éloigner de ma quête. Moi, aujourd'hui, il y a, et depuis des années, il y a quelque chose qui est pour moi primordial, c'est d'arriver au moment de la mort le plus lucide possible sur moi. Donc, ma vie, c'est travailler sur moi, explorer mes dimensions intérieures, partir faire des retraites chamaniques et avoir ce cheminement-là. Et parce que j'ai toujours été comme ça, toujours été intransigeant et jusqu'au boutiste, j'ai exclu tout ce qui me ralentirait sur ce chemin-là. J'ai créé l'INRES il y a 12 ans de ça. À un moment, la gestion de l'INRES devenait problématique par rapport à cette aspiration-là. J'ai quitté l'INRES. Mon associé Sébastien a pris les commandes et je me suis complètement libéré de ça. Je continue, grâce au travail de Sébastien, à pouvoir avoir un petit œil dessus, mais je me mêle plus de rien parce que pour moi, tu te laisses pas en fait vampirisé par ce qui te semble plus essentiel aujourd'hui dans ta quête, en fait, c'est ça? Oui, et puis tellement de choses me vampirisent que je suis devenu très radical. Donc, tu vois, je porte pas de jugement sur des personnes qui préfèrent ne pas s'intéresser forcément à ces questions qui, toi et moi, nous passionnent complètement, parce que voilà, il y a aussi des vies, il y a aussi peut-être que quelqu'un va se réaliser spirituellement en étant une mère extraordinaire ou en se concentrant sur ce qu'il va offrir autour de lui dans son métier, dans son travail, etc. Donc, voilà, enfin, j'ai pas de jugement particulier, mais il y a une question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi on ne sait pas. On parlait de réincarnation tout à l'heure, le livre que tu as sorti l'année dernière sur ton ancienne vie, où tu as enquêté pour comprendre que tu avais peut-être été un soldat allemand dans la Seconde Guerre mondiale. La réincarnation, moi j'ai toujours un problème, j'ai dit pourquoi on ne sait pas? C'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation qu'il y a... Et d'ailleurs, qu'on défie les lois aujourd'hui, ces lois divines universelles. Parce que là, et d'ailleurs, la réanimation aujourd'hui, qui est de plus en plus au point et qui ramène des gens de la mort, perturbe ces lois, parce qu'on ne devrait pas savoir ce qui se passe, parce que visiblement, ça nous a été interdit. C'est-à-dire que mais pourtant,
Platon, Socrate se posaient déjà des questions, etc. Là-dessus, mais parce que si on devait savoir, on le saurait d'entrée. C'est-à-dire que voilà, bon les gars, vous avez 80 ans, 76 ans, 15 ans, 20 ans à vivre, et puis vous inquiétez pas, il y a un deuxième jeton, un troisième, un quatrième, etc. On arrive sur Terre sans savoir qu'il y aura peut-être cet après. Et c'est pour ça que les gens ont peur de la mort. C'est ça que je comprends pas. Si je me dis, mais pourquoi on ne sait pas? Parce que peut-être que ça nous permettrait de vivre plus en harmonie. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est l'obscurité et l'ignorance. C'est constitutif de l'être humain parce que nous sommes des êtres biologiques qui avons un cerveau qui fonctionne correctement. Donc, ça nous permet de restreindre toute cette réalité colossale auquel on aurait accès si notre cerveau ne fonctionnait plus. C'est ce que disent les expérienceurs de mort imminente. Quand tu as une expérience de mort imminente et que ton cerveau cesse de fonctionner ou fonctionne très très mal, tout d'un coup, tu perçois une réalité plus grande. Ce qui est fou d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément que le cerveau sert à filtrer et non pas à créer la conscience. Je pense que pour avoir vécu, moi, certaines expériences, notamment à travers le chamanisme, où j'ai eu l'impression d'accéder à une réalité un peu plus grande, j'ai vraiment le sentiment que il y a une raison, alors j'en ignore les causes, mais il y a une raison qui fait que nous, êtres humains, nous sommes des entités bloquées dans le temps et dans l'espace, qui avons un appareil perceptif et cognitif extrêmement restreint pour nous permettre de fonctionner tous en communauté, mais que c'est pas la finalité de l'être humain, et que l'ignorance, les bouddhistes te disent d'ailleurs que c'est une des causes, enfin c'est constitutif de l'être humain. On est plongé dans l'ignorance. Pourquoi? Alors ça, j'ai quelques éléments de réponse, et je pense qu'une partie de notre ignorance est due au fait que on porte des blessures, on porte des failles qu'on n'a pas envie de voir, et que en les mettant sous le boisseau, en les cachant, en étant dans une forme de déni, on participe à une forme d'auto-aveuglement. Ça, c'est une réponse que je me suis construite aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis si radical, si intransigeant dans ma volonté de voir tout sur tout. Enfin, d'être lucide sur tous mes mécanismes qui m'animent. Après, le pourquoi, je sais pas. Je pense que c'est aussi un moyen d'apprentissage. Comment tu filtres? On parlait de Cyril Ouellet tout à l'heure, que j'ai reçu ici aussi. On en reçoit, toi et moi, on a contacté, on a vu, on a rencontré, on a discuté, on a essayé de comprendre les médiums, les gens qui ont accès à ce monde de l'invisible, etc. Comment tu arrives, moi ce n'est que mon ressenti, à te dire, j'ai confiance, je la sens pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a à boire et à manger dans cet univers. Donc il y a Thomas Ngoudou, marabout, qui est à la sortie du métro, qui va vous dire, je vais vous faire revenir l'amour, tu vois. C'est-à-dire que c'est un univers qui est large comme ça. Et il y a le médium hyper sérieux qui a certainement des facultés. Comment tu arrives à t'y retrouver? Bah, c'est peut-être ce que j'ai acquis. Je dis pas que Mamadou a pas de faculté, hein. Mais ça me fait toujours rire quand je revois à la sortie du métro, Mamadi Macho fait revenir l'amour, machin. Enfin, ça me fait toujours rire. Bah, en fait, je croise l'info. Si tu veux, c'est exactement comme ce que je faisais quand j'ai fait mon premier livre sur les routes du trafic de drogue en Asie centrale jusqu'en Europe. L'information, elle est difficile à trouver. T'as un trafiquant à tel endroit qui te dit qu'il te vend le kilo d'opium à tel prix, un autre qui te dit à tel prix, etc. Mais en y passant du temps, en interrogeant beaucoup de monde, au bout d'un moment, tu commences à comprendre un peu des tendances et à t'apercevoir qu'une information, il y a 4 personnes qui te l'ont déjà donnée, et ça renforce un peu cette crédibilité. Et sur le monde extraordinaire, je fonctionne pareil, c'est-à-dire que je croise les infos. Si 15 personnes me décrivent un processus de guérison énergétique un peu de la même façon, et que je n'y décèle pas de structure culturelle qui aurait pu orienter leur description dans une direction ou autre, et que je peux croiser. Tu vois, c'est comme la mort. C'est comme la mort. Je travaille dans un premier temps avec ce qui, pour moi, en tant que journaliste rationnel, va être la référence, c'est-à-dire des médecins, des chercheurs. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Ce premier niveau de recherche me permet de découvrir qu'en fait, la certitude que le cerveau crée la conscience, elle est basée sur aucune démonstration scientifique, et que les EMI, au contraire, fragilisent énormément ça. Donc, premier niveau de recherche purement rationnel, tu t'aperçois que nos certitudes, elles tiennent sur rien, et que la conscience, elle est très probablement beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Deuxième niveau d'investigation, je vais un peu plus loin dans le subjectif chez les gens qui ont
ont une expertise sur le monde de la conscience et ses dimensions spirituelles. Donc je vais voir des lamas tibétains, je vais voir des chamans, je fais moi-même l'expérience du chamanisme. Et chose assez curieuse, ce que j'expérimente en Amazonie en traversant des expériences chamaniques très très puissantes, bah, ça match exactement avec ce que me raconte un lama tibétain 3 semaines plus tard en Inde sur le bardo todol et sur les différents états émotionnels qui suivent la mort. Chose encore curieuse, c'est exactement la même chose que ce que dit les chercheurs théosophes du début du siècle qui avaient une tradition spirit et qui te racontaient avec des outils de médiumnité ce qui se passe après la mort. Et quand tu commences à t'apercevoir, en débroussaillant un peu et en te débarrassant des lectures culturelles et des couleurs culturelles qui sont évidemment données sur chaque phénomène en fonction de là où tu questionnes, bah, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de tronc commun. Un tronc commun, bah, si un mec tout nu dans la forêt te dit la même chose que le Dalai Lama, qui te dit la même chose qu'un médium à Paris, qui te dit la même chose, etc., 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 à mon avis, il commence à y avoir quelque chose d'un peu près solide quoi, derrière. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Alors, je dis pas que j'ai la vérité ou que, au contraire, je peux me tromper, ce mécanisme de filtrage peut faire en sorte que des personnes extrêmement crédibles, bah, elles soient extérieures parce que je vais pas pouvoir valider, je vais pas pouvoir croiser. Mais je préfère me tromper en éliminant des personnes potentiellement complètement honnêtes plutôt que de me fourvoyer à donner crédit. En revanche, sur les témoignages humains, et j'intitule d'ailleurs un des chapitres du livre comme ça, et si c'était vrai, ouais. Sur les témoignages humains, j'ai vécu une expérience il y a 16 ans en rencontrant ce psychiatre américain qui s'appelait John Mack, qui s'intéressait aux gens ayant été enlevés par des extraterrestres. John m'a permis de comprendre que par respect humain, je dois accepter comme réel tous les récits d'expériences subjectives qui me sont racontés. Et après, dans ce travail de tri, d'analyse journalistique, je peux m'apercevoir que la personne m'a raconté quelque chose qu'elle pense avoir vécu mais qui est complètement délirant, ou au contraire que ça s'ancre dans quelque chose de réel. Et ça, je pense que les témoins qui me connaissent, ceux qui m'ont fait confiance dans Enquête extraordinaire ou ailleurs, le savent, je les crois. Je les crois. Et je suis pas en danger parce que je me mets à les croire. Après, je fais mon boulot de journaliste et je suis plutôt rigoureux là-dessus, mais je sais que plein de choses sont possibles. Enfin, tu le sais aussi, quoi. Souvent, les gens qui arrivent aux frontières de la mort ont vécu quelque chose d'émotionnellement, mais bouleversant. Alors, il y en a qui arrivent à en parler. Il y a une dame qui dit il y a 40 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Il y a ceux qui pensent aussi avoir vécu cela. Et puis, il y a ceux qui la vivent vraiment, cette expérience de mort imminente. Comment t'expliques que cette émotion, elle enveloppe souvent tous les expérienceurs? C'est parce que finalement, tu vois quelque chose qui te dépasse complètement et qui nous rend, nous êtres humains, bien plus grands que ce que l'on est. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment dû précisément à la réalité de l'espace auquel ils accèdent. C'est indicible. J'ai vécu, moi, dans mes expériences chamaniques, parfois des moments où t'as plus de mots pour décrire ce qui se passe. Et tu sens qu'effectivement, plutôt que qu'il s'agisse d'une hallucination, qui serait une forme de distorsion de la perception, donc un truc qui se réduit, au contraire, tout s'ouvre, tout s'agrandit. Donc, on a un appareil cognitif qui a été formaté par notre éducation, notre cerveau, depuis notre naissance, qui nous apprend à décrire une sorte de réalité consensuelle, de réalité par défaut. Mais quand on sort de cette réalité parce qu'on vit quelques secondes, quelques minutes, une expérience de mort imminente, ou tout autre type d'expérience, d'expansion de conscience, on n'a pas les mots, on est touché par... je me souviens d'une maman qui avait vécu une expérience de mort imminente, qui était une jeune mère, qui décrit un amour 1000 fois supérieur à celui qu'elle éprouve pour ses enfants, et elle pourrait rester dans cet amour-là. Tout d'un coup, si elle ne revient pas, c'est pas grave, malgré le fait qu'elle soit maman. Ouais. Comment est-ce que tu peux trouver des mots pour ça? Et pour moi, ce mot-là, mais pas seulement pour moi, tous les chercheurs, les pionniers comme Bruce Grayson qu'on a vu apparaître, ou Kenneth Ring, qui ont travaillé sur l'expérience de mort imminente depuis les années 70, 80, ont tous été convaincus par la puissance de cette émotion, la puissance de l'impact que ces expériences ont sur les gens. Et ça, c'est un argument qui va en faveur de la réalité de ces phénomènes plutôt qu'une simple production cérébrale. Il y a quand même la violence
de la fin de vie, quand même. C'est-à-dire que même si on pense qu'il y a quelque chose, la perte de quelqu'un, c'est d'une violence absolue, parce que la vie est ainsi faite que le physique, le contact physique, il est important. C'est-à-dire que quand tu prends tes enfants, ton père, ta femme dans les bras, il y a un truc il y a bien deux choses que les chercheurs n'arrivent pas à situer, c'est la conscience et l'amour. On ne sait pas ce que c'est que cet amour. Et on se dit que, effectivement, s'il y a plus grand encore, c'est juste merveilleux, mais c'est, l'absence de corps est juste supra difficile. Enfin, moi, je ne m'en remets pas. C'est-à-dire que des gens que j'ai perdus, je me dis, la voix, tout ce qui anime un corps, enfin, c'est juste grandiose. Mais c'est parce que justement le corps est animé que je pense qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que je peux pas. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, il y a des braises. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est violent quand même. Même si on pense à l'après, ça nous fait mal, quoi. Ben oui, c'est violent, bien évidemment. Et c'est pas parce que tout d'un coup on envisage la réalité d'une dimension spirituelle que tout d'un coup ça résolverait la douleur de la perte, la douleur de l'absence. C'est évident. Moi, mon père est mort il y a plusieurs années. Je continue à certains moments à me dire, c'est ballot, j'aurais bien aimé discuter de ça avec lui, et j'en éprouve de la peine, et je me dis, j'aimerais bien qu'il voit ça, et puis il y a une partie de moi qui dit, mais espèce d'idiot, il est en train de le voir, il est avec toi, il est là, il est présent, mais il y a une partie de moi qui ne peut plus le toucher, exactement ce que tu dis. Et je pense que ce niveau, l'amour imprègne, je pense, les relations qu'on a avec nos proches, et au-delà, peut-être même l'humanité entière. Cet amour, il se quantifie, il se manifeste et il se constate à un premier niveau par la présence, le toucher, le regard, l'espèce de va-et-vient permanent avec deux êtres vivants. Mais je pense qu'il a d'autres dimensions, et ces dimensions sont encore plus puissantes, et elles se révèlent encore une fois à travers des épreuves, à travers peut-être même la séparation et l'absence totale. Je pense que l'amour que j'avais avec mon frère était un amour fraternel, tranquillou, il faisait sa vie, je faisais la mienne. Je redécouvre dans ses lettres aujourd'hui les aspirations spirituelles qu'il avait, que j'écoutais pas vraiment avec une oreille attentive au moment où il était vivant. Donc je pense que notre relation d'amour, elle a augmenté aujourd'hui du fait de son absence de cette réalité matérielle. Alors elle passe plus par du toucher, elle passe plus par des regards, mais elle est devenue autre chose. Elle est devenue autre chose. Et je pense que, encore une fois, dans notre vie quotidienne, quand on parle d'amour, est-ce qu'on parle d'attachement ou est-ce qu'on parle d'une forme d'amour inconditionnel ? Quand on évoque le mot amour et quand on évoque le manque que l'on a des personnes que l'on aime, est-ce qu'on pense d'abord à eux ou est-ce qu'on pense à nous ? Tu vois, c'est un peu comme une maman dont le fils étudierait aux États-Unis. Elle l'aime. Mais est-ce que cet amour va faire en sorte qu'elle va le faire chier tous les jours en l'appelant, en lui envoyant des mails, en étant une espèce de maman poule ? Ou est-ce que cet amour, il va se révéler en étant dans une confiance absolue et en acceptant qu'il s'en aille et en acceptant que ce soit seulement lui qui fasse des signes quand il a envie de parler à sa mère parce qu'il mène sa vie et il évolue. Cet amour-là, il demande à ce que la maman fasse un effort. Justement. C'est difficile. Et quand quelqu'un est mort, ces efforts sont impensables parce qu'on est déchiré par Mais ouais, je pense que c'est des questions à se poser. Et je vois beaucoup de gens, je côtoie beaucoup, notamment même des parents qui ont perdu des enfants, qui ont entamé ce questionnement-là et qui s'interrogent vraiment sur la nature de leur relation avec leur enfant de 4 ans, 5 ans qui est parti de l'autre côté. Et je suis bluffé par l'exemplarité de certains témoignages et de certains parents. Tu dis il y a une phrase, je n'ai pas d'autre grille de lecture du monde que le prisme rationnel et cartésien dans lequel j'ai été élevé. Donc, c'est assez marrant parce que vous avez été élevé. Oh, mais c'est au milieu du livre, ça. Ouais. Vous avez été élevé dans une rationalité, donc voilà. Et malgré tout, ton frère très vite a une aspiration spirituelle que tu vas découvrir plus tard. Il en souffrait. Voilà. Et toi, maintenant, c'est fou parce que tu as un terreau qui est rationnel, cartésien. Est-ce que tes parents étaient croyants ? Oui, mais... Ils envisageaient quelque chose de plus grand ou pas ? De façon très informelle. Comme tout le monde, enfin comme beaucoup, quoi. C'est-à-dire que voilà, ouais, ok, d'accord. Et c'est marrant, comment t'expliques ça ? Parce que t'as un frère qui est plus jeune, sans ce besoin de spiritualité, et toi, tu y viens par la suite, alors que vous êtes sur un terreau, au départ, qui ne l'est pas du tout.
Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais discuté avec ton papa, par exemple? Si, enfin, le terreau, mon père avait coutume de dire qu'il était croyant, mais sans pratiquer. Donc c'était une forme de curiosité intellectuelle et plus philosophique envers l'au-delà. Il acceptait l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose, mais c'était très distant et pas du tout impliqué émotionnellement. Et ma maman, elle fait de l'astrologie, a beaucoup fait de travail sur ces dimensions spirituelles depuis l'adolescence, et elle est ouverte à ces dimensions-là. D'accord. Donc déjà, il y avait quand même dans la famille, il y en avait un des deux qui est... Oui, je me souviens, je sais plus si c'est à 16 ou 17 ans, je cherchais désespérément un livre d'Hélène Blavatsky, une des fondatrices de la théosophie, et puis je découvre, après l'avoir cherché sans succès pendant plein de mois, que ma mère l'avait et je lui ai piqué. Et on a découvert que on avait à ce moment-là les mêmes aspirations. Moi, cet intérêt vers l'ésotérisme s'est arrêté définitivement à 19 ans quand j'étais... Enfin, pas définitivement, non, mais a été stoppé brutalement quand j'étais avec les Moudjahidines en Afghanistan, confronté à la résistance. Thomas, lui, mon frère, il a continué à essayer de le poursuivre en essayant de trouver des réponses, et c'était très douloureux pour lui, parce que on vit dans une société qui n'y accorde pas de place, et lui, il avait envie d'être vrai avec tout le monde, donc c'est un peu compliqué d'être vrai avec tout le monde. Oui, c'est sûr. C'est un peu Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, quoi, qui demande à Jean Reno, je veux tout savoir. Jean Reno lui dit, tout savoir sur quoi? Je veux tout savoir sur tout. Et l'autre, il lève les yeux au ciel. Je pense que si tu veux, d'autant plus dans une société comme la nôtre qui est culturellement orientée autour du matérialisme, de la rationalité, on peut en faire soit un poids, et ça peut être douloureux pour certains, comme ça l'a été pour mon frère Thomas, ou on peut en faire une force. Parce que cette rationalité, elle nous donne la possibilité d'avoir les deux pieds bien ancrés sur terre et de faire justement de notre interrogation, de notre cheminement spirituel, quelque chose d'extrêmement construit et élaboré, et qui peut nous emmener très loin. Tu me disais tout à l'heure que tu étais très intransigeant, tu as envie de savoir quoi finalement? Est-ce que tu vas continuer à avancer? Est-ce que tu vas essayer de continuer à chercher à un moment donné, ou est-ce que tu vas te poser en te disant ok, je vis l'instant présent? Parce que moi, j'ai été accompagné par des gens dont c'est le métier, qui m'ont dit, mais posez-vous, regardez d'où vous venez, vivez l'instant présent, pensez au futur, mais ne soyez pas dans le coup d'après. Ce que j'ai eu pendant longtemps, l'envie, j'étais là, mais je voulais déjà être là et là. Tu te situes où, toi? C'est un peu ce que j'explique dans la deuxième partie du livre, c'est-à-dire que ma quête, elle a été absolument frénétique et intransigeante, mais une quête de connaissance. Donc je voulais... tout savoir, surtout. Je voulais, comme Jean-Marc Barr. Oui, je voulais tout savoir, mais surtout vérifier, valider. Ouais, qu'est-ce que c'est que la conscience? Ok, ça vit peut-être après la mort, les expériences de mort imminente sont peut-être un accès à un autre monde spirituel. Ok, comment on peut le prouver, etc. Et là, j'étais dans une espèce de frénésie un peu fatigante et un peu non-stop, tu vois, de toujours vouloir mener une enquête. En revanche, à partir il y a plus de 10 ans, j'ai commencé un autre cheminement, notamment avec ma découverte du chamanisme, qui m'a connecté à une autre capacité de se connecter à l'information. Là, on est dans le subtil, on n'est plus dans le vérifiable, on n'est plus dans le journalistique. Et c'est là-dedans que je m'engage de plus en plus pour essayer de cultiver cette lucidité intérieure, essayer d'explorer ces dimensions intérieures et ces zones d'ombre pour les mettre en lumière. Et ça, c'est pas un travail qui se fait dans la frénésie. Au contraire, c'est précisément dans le lâcher-prise, c'est précisément dans les moments de tranquillité, dans l'introspection, dans le calme, la méditation, qu'on accède à ces dimensions-là. Donc, à ce titre-là, je suis beaucoup plus apaisé aujourd'hui. Et mon chemin, il passe par la lecture de bouquins, mais il passe aussi par la méditation et par des expériences d'état modifié de conscience, de chamanisme, qui me sortent du temps et qui me permettent tout d'un coup de regarder avec un œil extérieur des mécanismes émotionnels qui sont à l'œuvre en moi. Mais ça passe pas par une analyse rationnelle et structurée, et un processus raisonné. Ça passe plus par des dimensions de l'ordre de l'intuition. Dernière question. Il y a un créateur à tout cela pour toi? Oh, j'en ai aucune idée, ça. Bon, ben voilà. Et même aucune intuition particulière. Entre ombre et lumière, itinéraire de reporter, c'est le bouquin de Stéphane Alix. Merci mille fois, Stéphane, d'être venu Merci, Bob. nous le présenter. Bah, écoute, plaisir partagé.